tout d'abord, je suis universitaire, donc enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg. C'est pas très loin. J'enseigne la chimie. Mais dans la chimie, il n'y a pas que des molécules qui sont mauvaises. Il y a aussi des molécules qui sont extrêmement intéressantes, en particulier une qui est l'eau. Et durant toute ma carrière, je me suis intéressé à ce qui se passait dans l'eau. Et à force de m'intéresser à ce qui se passait dans l'eau, évidemment, je suis tombé dedans. Et maintenant, je m'intéresse à l'eau elle-même et non plus à ce qu'il y a dedans. Parce que, pour comprendre les propriétés, vous allez voir qu'on a besoin de choses assez extraordinaires. Et tout ce que je vais dire, une partie de ce que je vais dire, vous allez le retrouver la semaine prochaine sur France 5. Il va y avoir un documentaire qui va être diffusé, je vous donnerai les références. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des choses qui sont à la fois extrêmement pointues, mais qui commencent à diffuser dans le monde. Parce que comme vous le savez, si on commence à parler de ces choses-là à la télévision, les médias sont plutôt frileux. Et s'ils se lancent dans ce genre de choses, c'est que, évidemment, ils pensent qu'on est vraiment sur quelque chose d'important, puisqu'il faut informer la population. Voilà, donc si vous voulez me contacter, vous oubliez le téléphone, parce que je suis rarement dans mon bureau, toujours à droite et à gauche. Par contre, je réponds en général aux emails. Donc l'email est assez simple, c'est henri@unistra.fr. Henri, c'est mon nom. Unistra, c'est l'université de Strasbourg. .fr, c'est parce qu'on est en France. Donc l'email est assez facile. Normalement, j'aurais dû faire la conférence Quel eau boire, j'avais été contacté, mais il se trouvait des choses assez intéressantes, que j'étais à ce moment-là en Afrique du Sud. Et devinez ce que je faisais en Afrique du Sud. Eh bien, j'allais au grand congrès qui a lieu tous les ans de bioélectromagnétisme. C'est-à-dire que tous les ans, les scientifiques se réunissent et font le point sur ce qui se passe dans les champs électromagnétiques et la matière vivante. Et ça, on va en parler évidemment aussi, c'est important. On va parler d'eau et d'électromagnétisme. Et s'il y a des scientifiques qui sont dans la salle, je vais les rassurer tout de suite que la première fois qu'on m'a dit qu'il y avait une relation entre l'eau et l'électromagnétisme, j'ai dit c'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Parce que l'eau, je la connaissais bien, elle avait des propriétés bien magnétiques, ce qui veut dire que quand vous l'utilisez dans des environnements magnétiques, normalement il ne doit pas y avoir quasiment d'interaction. Et puis comme tous les scientifiques, en fait j'étais trop jeune. C'est-à-dire que je n'avais pas assez travaillé. Et en fait, ce que vous allez devoir retenir, puisqu'il y a un message que vous allez ramener chez vous, auprès de vos amis, où il faut retenir de tout ça, c'est que partout où il y a de l'électromagnétisme, l'eau aura un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on va répondre au champ électromagnétique par l'eau, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, tout d'abord, je ne vais pas être très technique, on va essayer d'être le plus simple possible. Vous avez ici ce qu'on appelle les composants d'une cellule. Alors j'ai pris une cellule qui est favorite de tous les scientifiques, c'est une cellule qui s'appelle Escherichia coli. Elle a l'avantage d'être un être unicellulaire. Et vous avez 4 colonnes. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle la matière, de quoi est faite une cellule. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les poids moléculaires. Cette colonne, vous ne la regardez pas. Elle est pour les spécialistes comme moi. La deuxième colonne, vous pouvez la regarder parce que c'est une masse. Ça vous donne les quantités en poids de ces choses-là. Mais mon conseil, c'est de ne pas la regarder non plus. La troisième colonne, c'est la conversion, c'est la combinaison des deux premières. Les chimistes savent faire ça, mais ça, c'est pas la peine de regarder non plus. Ce qui est intéressant, c'est la quatrième colonne. Parce que la quatrième colonne, c'est tout simplement le résultat d'un calcul élémentaire, mais qui mérite d'être fait, où on a classé en nombre des objets. Alors, c'est facile en nombre, pourquoi? Parce que vous savez tous compter. 1, 2, 3, 4, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et quand vous faites ça, vous voyez, j'ai classé les objets de la cellule par nombre décroissant. Qu'est-ce qu'on trouve en premier? L'eau.
avec un chiffre de 22 milliards 240 561 910 molécules d'eau dans Escherichia coli. Alors, 22 milliards de molécules d'eau, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois rien du tout. Je vous rappelle que la chimie est pilotée par ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, qui est énorme. Et là, si je convertis les molécules d'eau en euros, est-ce que 22 milliards d'euros, ça vous semble imaginable? Oui. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont des fortunes de 22 milliards d'euros. Pour le nombre d'Avogadro, c'est plus compliqué. Parce que le nombre d'Avogadro, je vais vous donner une petite clé de décodage, c'est à peu près le nombre d'étoiles dans l'univers. Est-ce que vous pouvez concevoir une fortune qui est égale au nombre d'étoiles dans l'univers? Voilà, c'est la différence d'échelle. C'est-à-dire que l'eau liquide que vous voyez, c'est dans 18 grammes d'eau, vous avez à peu près autant de molécules d'eau que d'étoiles dans l'univers. Alors que dans cette petite cellule, qui est une cellule vivante, vous avez à peu près 22 milliards. Donc vous voyez que le monde biologique est déjà un monde intéressant, qu'on peut compter. On n'est pas obligé d'aller dans des chiffres très hauts. Ce qui est important ensuite, c'est le deuxième composant. Il y en a 122 millions à peu près, vous voyez, ce sont les ions. Les ions, ce sont le sodium, le potassium, le chlore, le magnésium. Vous avez sûrement tous entendu parler du magnésium. Vous savez qu'il faut prendre du magnésium. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les ions. Ensuite, on trouve les acides aminés avec 42 millions. Et regardez qu'à chaque fois, on perd une puissance de 10. C'est-à-dire que j'avais 22 milliards, je suis passé à 122 millions. Et après, j'avais 122 millions, je passe à 42 millions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup moins d'acides aminés que d'ions, que de molécules d'eau. Après, on trouve des lipides. Donc ça sont toutes les matières grasses. Ce sont donc les huiles qui nous constituent. Puis les nucléotides, c'est avec ça qu'on va fabriquer la molécule d'ADN, environ 11 millions. Tout ça, c'est à peu près pareil. L'ARN, ça c'est un petit peu surprenant. Ce sont des choses qui sont très récentes. Il y a beaucoup d'ARN dans une cellule parce que l'ARN a un rôle très important dans la reproduction des protéines. Et puis, vous voyez, il faut attendre la 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne pour voir apparaître les protéines. C'est-à-dire que si vous voulez dire qu'est-ce que c'est que la vie, si vous êtes un jour posé cette question, si vous ne l'avez pas posée, c'est grave, il est encore temps que vous la posez. Et si vous voulez l'êtes posée, souvent les gens disent, bah la vie c'est quoi? On se pince la peau comme ça, je suis un être vivant. On a l'impression que c'est des protéines, une matière organique, alors que ce tableau vous montre que pas du tout. La vie réside évidemment dans ce qui est majoritaire dans la cellule, et qu'est-ce qui est majoritaire dans la cellule? De l'eau et des ions. Et c'est en ce sens que je suis quelqu'un d'un petit peu hors norme, parce que je prétends que la vie c'est de la chimie minérale et pas de la chimie organique. Et pour me baser là-dessus, évidemment, j'utilise le fait qu'une cellule c'est d'abord de l'eau et ensuite des ions. Et les relations entre les eaux et les ions, c'est de la chimie minérale, ce n'est pas de la chimie organique. Voilà pour l'eau. Alors, on peut aussi faire un petit calcul qui est beaucoup plus instructif que tous ces chiffres qui sont durs à retenir. Vous prenez la quantité d'eau, donc 22 milliards 240 millions, vous additionnez tous les chiffres, ça vous donne 22 milliards 437 millions, et vous faites le rapport. Et vous trouvez ce chiffre que vous allez retenir, qui est facile à retenir, c'est 99. Vous êtes fait à 99% de molécules d'eau. C'est pour ça que quand je vais vous dire que l'eau a des propriétés en relation avec l'électromagnétisme, si vous êtes fait à 99% d'eau, vous allez avoir des relations avec tous les champs électromagnétiques. C'est une évidence. Ce n'est même pas une hypothèse. C'est une évidence. S'il y a un lien entre l'eau et l'électromagnétisme, comme on est fait essentiellement d'eau, ça veut dire que toutes ces ondes électromagnétiques auront un effet sur l'eau. Donc ça, je vais le développer. Une petite coupe d'eau. Voilà. Pour moi, la vie, c'est ça. Je vous regarde, là, il y en a des gens qui ont des t-shirts, il y en a des gens qui ont des pantalons, il y en a qui ont des cheveux longs, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont âgés.
qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? C'est vous êtes avant tout un tube. Vous êtes un tube polaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous traverse, mais dans un sens. En gros, vous ne mangez pas par l'anus. Vous mangez par la bouche et vous évacuez par l'anus. Et tout ça, c'est un tube qui vous constitue. Et qu'est-ce que traverse le tube? De l'eau et des eaux. Vous voyez comme c'est ça? C'est ça. Et ce qu'il va falloir... Alors, si vous le savez, tant mieux. Donc, si vous l'apprenez, il va falloir apprendre à se faire traverser par l'eau et par les eaux. Parce que c'est ça. C'est 6 heures. Donc, bien veiller à avoir un apport de minéraux. Casque, non, c'est micro. Avoir une eau de bonne qualité. Et ça, je vous renvoie à la conférence. Micro, c'était celui-là. Il y a 15 jours. Vous savez tout normalement là-dessus. Donc, alors pour les... Bon, il y a toujours des gens qui sont un peu sceptiques. Hein. J'aime bien aussi cette diapositive. Vous voyez là, tout en bas à gauche, qu'est-ce que vous trouvez? Une tique, qu'on appelle un arthropode. Et qu'est-ce que vous voyez tout en haut? Vous, un être humain. Et vous voyez ici, vous avez la masse, évidemment, vous n'avez pas la masse d'une tique, hein. Vous êtes beaucoup plus massif. Mais par contre, regardez, la conséquence d'avoir de la masse, c'est quoi? C'est que le flux d'eau qui vous traverse est énorme. C'est-à-dire que plus vous êtes gros, plus vous avez besoin d'eau. Et c'est pour ça que cette manifestation, pour moi, est vraiment très, très importante. Puisque là, vous avez des beaux panneaux où on vous explique qu'il ne faut pas polluer l'eau, qu'il ne faut pas mettre de pesticides. Là, vous comprenez, parce que avec les masses qu'on a, il faut savoir que quand on vous dit que vous allez boire 3-4 litres d'eau par jour, mais ça, c'est juste la quantité que vous buvez. Si vous calculez le nombre de flux d'eau qui vous traversent, ce sont des centaines de milliers de litres. Et évidemment, si cette eau qui vous traverse est chargée de pesticides, de métaux lourds, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va déposer en eau. Donc ça, c'est bien la chose qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes massif, plus vous êtes gros, et bien plus vous avez besoin de vous laisser traverser par ce fluide qu'on appelle. Ça, c'est pour l'eau. Comme le sujet, c'est aussi l'électromagnétisme, je voulais revoir ce film. Il dure 5 minutes. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Il est en anglais. Je vous expliquerai après ce qui se passe. Mais ceux qui comprennent l'anglais, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous regardez les images. Ça, we consider that those loops are in fact figures of the magnetic field of this thing. The description that scientists often use is hair ball. Some of the hair is ingrown, so that the loop is attached to the sun at both ends. But some of the hair goes waving out, and when stuff gets on that ozone field line, it can stream out and become a solar wind. How hairy it is depends on where we are in the solar cycle. As active regions begin to emerge from the photosphere, it gets very messy, and so it gets hairier and hairier and messier as the solar cycle progresses. And there's no active region around. The magnetic field can be generated just by the turbulent motion itself. And what you see is that all the magnetic field tends to be crushed and centralized in these intergranular lanes in between the bulbs. So if you're looking at the surface, you see these little dancing dots. And they'll appear, they'll emerge, and then they'll move around, and they'll hit each other, and they'll cancel, or at least merge. Things happen on many different time scales. Photons take hundreds of thousands of years to random walk their way from the core all the way out to where we see them in the photosphere, yet a millionth of a second of reconnection or something that completely changes the topology of the corona.
any particle that is charged knows what the magnetic field around it is doing, and it has to move in a direction that's at least in part governed by the magnetic field. And if you have a closed loop of magnetic field, particles moving in that magnetic field will move in such a way that they will never leave. They work at the magnetic field lines very quickly and just whiz around back and forth and back and forth. Once they're on those closed magnetic field lines, they stay there as long as nothing else happens. If you were above one given region of Mars's surface, you might see magnetic field lines bursting out straight towards you. And as they get closer to you, they start to curve away and then turn so that they zoom off into the distance and then they bend back and go diving back down. But you're not seeing just one of these. You see this happening all around you. Essentially, the Earth is like a bomb. The magnetic field lines go from the positive pole to the negative pole, almost like circular. In the Arctic, where the magnetic field lines go a long, long way out, away from the Earth, if you go far enough away, they get so weak that the field which is being brought here by the solar wind of the sun actually interacts and almost neutralizes the Earth field. And therefore the particles which are attached to these fields can come out and bombard the atmosphere, and that creates the aurora borealis. Voilà, donc ceux qui souhaitent avoir ce film, il est gratuit. Vous tapez Magnetic Movie sur Google et vous pouvez avoir donc ce film qui, je pense, vous l'avez vu, est assez intéressant. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on a vu? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Regardez autour de vous. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Des chaises, des tables, et entre les chaises et les tables, vous voyez de l'espace vide. Le film vous montre ce que vous verriez si vous étiez capable de voir ce qu'on appelle les champs électriques et les champs magnétiques. Cette pièce, en fait, est remplie de spaghettis qui vous traversent, qui viennent vous chercher. Et vous avez vu qu'à un moment donné, il y avait des petites boules bleues ou rouges qui circulaient. Vous savez ce que c'est? Ce sont des particules chargées qu'on a colorées pour que vous puissiez voir ce que font ces champs magnétiques sur les charges. Et tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes traversé par des ions, mais les ions sont chargés. Et donc ces petites boules bleues, ces petites boules rouges représentent les ions qui vous constituent. Et qu'est-ce que font ces petites boules? S'il y a un champ électrique ou un champ magnétique, elles suivent les lignes de champ. C'est-à-dire qu'au lieu que l'ion aille là où il doit aller, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va peut-être aller ailleurs. Et s'il va ailleurs, ben, faut voir. C'est la question qu'on va se poser ce soir. Et donc, vous voyez que ce monde est intéressant parce qu'il est invisible, on ne le voit pas, mais pourtant il existe. Vous l'avez autour de vous. Et ces lignes de champ, les physiciens les appellent des lignes virtuelles. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais dès qu'on met une charge, elles se manifestent. Et c'est pour ça que dès que vous allez parler d'électromagnétisme, vous allez tout de suite faire référence à ces deux concepts qu'on appelle le champ électrique et le champ magnétique. Le champ électrique, dont l'unité c'est le volt par mètre, c'est-à-dire la quantité de tension que le gradient de tension par unité de longueur, et la densité de flux magnétique qu'on a pris l'habitude de nommer en l'honneur de Nikola Tesla, c'est-à-dire c'est une unité qui donne une idée de la force du champ magnétique. Et pour que vous soyez tout de suite à l'aise, je vous rappelle qu'un Tesla, c'est un champ qui est énorme. Le champ terrestre fait quelques micro-Tesla, c'est-à-dire 10.6.
Donc c'est une unité assez grosse. Le volt, je pense que vous le connaissez tous, cette unité. C'est des unités qu'on trouve sur les piles. Hein. Vous allez tous acheter des piles de 2,5 volts. Et je vous signale, pour ceux qui ne savent pas, qu'entre vos pieds et votre tête, vous avez plusieurs centaines de volts de différence. C'est-à-dire qu'il y a ces champs électriques qui se manifestent. Alors, ça c'est l'aspect que vous devez retenir. Maintenant, un peu plus scientifique. J'ai une question. On sait ce que c'est que les champs électromagnétiques. Ce sont en fait des ondes. Marc, une question. Ce sont des ondes, oui. J'ai une question. Oui, allez-y. Les nuages verts, c'était joli, mais est-ce que ça c'est la masse de tous ces champs magnétiques? Alors, les nuages verts qu'on voyait, c'était les ondes qui sont émises, c'est plus les champs. C'est ce que vous voyez là. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se propagent. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez émises, elles se propagent dans l'espace de façon plus ou moins sphérique. C'est pour ça que vous aviez ces cercles concentriques verts. Et il faut savoir que ces ondes partent vers l'univers complètement. C'est-à-dire que si ce sont des ondes de fréquence suffisamment élevées, elles vont voir la Lune, puis Mars, puis elles quittent le système solaire. Ce qui fait que chaque fois, par exemple, l'émission que vous allez voir sur France 5 la semaine prochaine, elle pourra être vue sur un débarrement dans quelques milliards d'années. Parce que l'onde va arriver jusque là-bas. Donc ça, c'est les deux aspects que vous avez avec le magnétisme et l'électricité. C'est que vous avez ces lignes de champ qui vont vous donner comment les charges réagissent. Et les charges, je vous ai dit, c'est les ions, c'est ce qui vous constitue. Et puis vous avez ces ondes électromagnétiques que vous utilisez, puisque vous avez tous un téléphone portable, vous avez tous une télévision. Vous savez que ça a été la grande révolution du début du XXe siècle, d'envoyer des signaux sans matière, grâce à ces ondes électromagnétiques. Et vous avez le truc ici, c'est que vous voyez que c'est un système qui est auto-entretenu. Le champ électrique et le champ magnétique varient à 90 degrés l'un de l'autre. Et il y a un système dans le physique qui fait que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et ça vous donne ce mouvement qui se propage dans une direction de l'autre. Alors, ça c'est plus nouveau pour vous. Jusque-là, je faisais ce qu'on appelle de la biologie classique pour ce qui est l'eau et la cellule, de l'électromagnétisme pour ce qui est le champ électromagnétique. Ce que vous voyez là, c'est une découverte de la début du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle la physique quantique. C'est-à-dire que maintenant, je vous redemande de regarder ce que vous voyez là. Vous regardez autour de vous, vous avez l'impression d'avoir du vide. En fait, si vous voyez du vide, c'est parce que vous êtes trop gros. Si vous étiez tout petit, c'est-à-dire si vous étiez une particule, et non pas un corps macroscopique, vous verriez que le vide qui vous sépare n'est pas quelque chose qui est vide. Vous verriez que cette image-là, c'est-à-dire qu'à un endroit, il y a des trucs qui apparaissent, et puis le truc est apparu, puis tout d'un coup, ça disparaît pour réapparaître ailleurs. Et vous avez cette image comme ça, d'un milieu qui est tout le temps en train d'apparaître et de disparaître. Et ce qu'on a appris de la physique quantique, c'est ce qui apparaît et disparaît, c'est quoi? C'est des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que le vide est plein d'ondes électromagnétiques. Et c'est ça qui va être intéressant pour ce qui nous concerne. C'est qu'évidemment, nous sommes beaucoup trop gros pour sentir ces structures du vide. Mais par contre, il existe en nous un objet qui est tout petit, dont on est fait de 22 milliards, c'est la molécule d'eau. Et elle le voit, ça. Et c'est évidemment là où se place tout le changement de paradigme. Pourquoi on va vraiment passer dans ce 21e siècle dans une nouvelle biologie? Parce que jusqu'à présent, les physiciens négligeaient cette structure du vide. On pensait que le vide était vide. Et si le vide n'est pas vide, et si l'eau séparée au vide, on va voir apparaître des propriétés qu'on ne pensait pas être les propriétés de l'eau. Donc on est dans ce paradigme, et pour vous convaincre que le vide n'est pas vide, parce que quand on dit le vide n'est pas vide, tout de suite les gens, ça y est, je suis tombé dans un asile, c'est que c'est une chose qui est bien connue en physique.
vous avez ce qu'on appelle la perméabilité du vide et la permittivité du vide, qui sont désignées par deux constantes, mu0 et epsilon0, et ces constantes ne sont pas nulles. C'est-à-dire que le vide a une impédance électrique. Et si le vide a une impédance électrique, c'est qu'il n'est pas vide. C'est tout bête. Maxwell, 1856. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder l'eau à nouveau, mais non plus sous sa forme macroscopique, ce qu'elle est à l'état liquide. Et ça, on a vu une époque extraordinaire, c'est une simulation informatique de ce qu'est l'eau liquide. Je vous rappelle tous que vous n'avez qu'à prendre un verre d'eau et regarder. Si vous étiez de la taille d'une molécule d'eau, voilà ce que vous verriez. Vous verriez ces systèmes qui n'arrêtent pas de fluctuer, de bouger. Et lorsque je vous dirai que les petites boules bleues sont chargées positivement, qu'est-ce qui se passe si ces boules bougent? Ben, ça crée des courants. Et d'après les lois de Maxwell, s'il y a des courants, il y a des champs magnétiques et il y a des champs électriques. Et donc c'est ça la nouveauté, c'est que l'eau a cette capacité, comme c'est un milieu polaire fluctuant, à créer des champs électromagnétiques fluctuants. Et ces champs électromagnétiques fluctuants qui viennent de la matière vont se coupler avec les champs électromagnétiques fluctuants qui viennent du vide pour vous donner cette substance magique qu'on appelle l'eau. Il y a un couplage électromagnétique fondamental entre ces deux choses. Alors, ça c'est un peu technique, je vais passer assez rapidement, mais j'en ai besoin pour vous expliquer ce qui se passe. Si vous regardez le vide, maintenant vous savez que vous allez voir des petits trucs comme ça qui popent. Vous pouvez vous poser la question, la molécule d'eau va faire quoi avec ça? Eh bien, elle va tout simplement se servir. C'est-à-dire que ces choses-là qui popent du vide, ce sont des champs électromagnétiques. On les a écrits ici en potentiel vecteur et en potentiel électrique. Et ici, vous avez l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle a ce qu'on appelle les niveaux d'énergie. Et chaque fois qu'elle voit une fluctuation comme ceci, elle peut s'exciter. C'est comme si on lui envoyait un ballon. Qu'est-ce qui se passe quand on est en... Bien, enfin, je n'ai pas fait exprès. C'est le Coupe du monde de football. Regardez ce qui se passe quand vous avez des joueurs sur un terrain. Qu'est-ce qui se passe quand un joueur reçoit un ballon? Ben, il s'agite. Il s'excite. Alors que s'il n'a pas le ballon, il n'est pas excité. Le ballon, c'est pareil. Sauf que l'eau, elle s'excite avec le vide. C'est pas banal. Mais c'est comme ça. Elle va chercher les ballons dans le vide. Et alors, après, il y a une loi de la nature qui nous dit que, bah oui, si on prend un ballon dans le vide, ça coûte de l'énergie. Et vous avez sûrement dû entendre parler de cette loi qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée. Cette énergie, on l'a piquée quelque part, il va bien falloir la rendre. Et donc, c'est là où la magie de la chose opère, c'est que si la molécule d'eau est toute seule, elle s'ennuie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec son ballon? Elle va faire quelques dribbles comme ça. Puis après, elle va rendre le truc au vide en disant, bon, prends ton truc, reprends ton ballon. Ah oui, mais si j'ai pris et rendu, en loi de conservation de l'énergie, tout est bon. Parce qu'au final, il ne s'est rien passé. Ça s'appelle une excitation virtuelle. Là où le jeu devient intéressant, c'est s'il y a deux joueurs. Pourquoi? Parce que quand je m'excite avec le vide et je prends mon ballon, qu'est-ce que je peux faire avec ce ballon? Au lieu de le rendre vide, ce qu'on appelle en physique relaxer, vers le fondamental, je peux faire une passe à mon voisin. Et c'est lui qui devient excité. Moi, je redeviens non excité. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir du moment où on est deux, celui qui a reçu le ballon, pour se désexciter, peut me le renvoyer. Et ainsi de suite. Ce qui fait que le vide qui a prêté le ballon ne peut plus le récupérer. Le ballon circule. Ce ballon, vous l'avez compris, c'est une onde électromagnétique qui est empruntée au vide et qui va circuler dans les molécules. C'est ça la dernière découverte qu'on a faite sur la structure de l'eau.
Bon, c'est ce que vous avez ici, je vais vous le mettre. C'est le jeu à deux, au lieu du jeu tout seul. Et en fait, si on regarde un petit peu comme ça se comporte, j'ai pris 2, mais il faut savoir que c'est plutôt 20 000. C'est un jeu qui se joue à 20 000 molécules d'eau. Bon. Ça démarre à 2, après les chiffres. Alors tout ça c'est publié, hein. Si vous êtes scientifique, vous pouvez aller. Alors, l'image qu'on a donc aujourd'hui de ce qu'est l'eau, et cette image, je peux vous dire que très peu de gens la connaissent. Vous avez une chance de pouvoir avoir ici quelqu'un qui vous explique ça, parce que vous ne trouverez pas ça dans les livres de physique, ça date de 2012. Et les livres, ils ont été écrits bien avant. Donc, on n'a pas pu mettre toute cette information, elle sera dans les livres de physique dans 60 ou 70 ans. Oui, c'est à peu près le temps qu'il faut pour qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'arnaque. Il y a qu'avant d'écrire un livre, on vérifie que tout ça c'est vrai. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle les 2 états de l'eau. À gauche, l'eau incohérente, c'est en fait l'eau telle que vous la connaissez. On l'appelle incohérente parce qu'elle se comporte de façon individuelle et elle se comporte comme toutes les molécules. C'est-à-dire qu'elle ne vit que pour elle et les autres, elle s'en fout. À droite, vous avez l'eau cohérente. L'eau cohérente, elle, ne vit pas que pour elle. Elle vit en collectivité. Elle vit au contact d'autres molécules et elle partage, maintenant vous savez quoi, ces ondes électromagnétiques sont partagées et font le lien entre ces molécules. Alors, vous avez ici la petite clé. Ce qui va jouer, c'est la température. À moins 40, il n'y a que de l'eau cohérente. C'est-à-dire que toutes les molécules d'eau sont impliquées dans un jeu collectif. Il n'y en a aucune qui joue solo. Et plus vous montez la température, eh bien, plus la proportion d'eau cohérente chute, et plus la proportion, évidemment, d'eau incohérente augmente. Jusqu'à ce que vous arrivez à cette fameuse température de 100 degrés Celsius, je pense que vous connaissez tous, c'est la température où l'eau liquide devient gazeuse, et là, ça veut dire que toutes les molécules d'eau jouent solo. Il n'y a plus de jeu collectif. Toutes sont individuelles. Voilà, donc... Tu peux préciser qu'à moins 40, on peut avoir de l'eau liquide. C'est probablement pas évident. J'allais le dire. Il y a toujours des gens qui disent, oui, mais l'eau, ça gèle à 0. Non. Ce qui gèle à 0, c'est de l'eau avec du gaz. Parce que n'oubliez jamais que quand vous prenez votre eau, vous allez au contact d'une atmosphère. Et que vous avez ce qu'on appelle des bulles de gaz. Et ce sont ces bulles de gaz qui vous font congeler l'eau à 0 degré. Si vous retirez ces bulles de gaz, si vous retirez tout ce qui est pesticides, métaux lourds, ions, c'est-à-dire que vous prenez de l'eau ultra pure, on peut la mener jusqu'à moins 40 sans qu'elle cristallise, sans qu'elle fasse. Par contre, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, alors j'ai mis aussi la température de 30 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants, nous sommes à 37, ce qui veut dire qu'on est grosso modo fait de 40% d'eau cohérente et de 60% d'eau incohérente au niveau, si on était de l'eau liquide. En fait, on n'est pas de l'eau liquide, et dans une cellule, on peut monter à 100% de cohérence grâce aux interactions avec les protéines. Il y a un autre chiffre qui est important, c'est 60 degrés. 60 degrés, c'est une température qu'on a découvert à la fin du 19e siècle. C'est la température de pasteurisation. Vous savez tous que si vous voulez lutter contre les infections bactériennes, on a une technique qui s'appelle la pasteurisation, c'est-à-dire qu'on monte à 60, 70, et ça tue les micro-organismes. Est-ce que vous avez une idée comment on tue un micro-organisme? On pensait jusque-là que c'était la chaleur. Pas du tout. On tue parce qu'il n'y a plus d'eau cohérente. C'est-à-dire que la vie, c'est aussi cette idée que vous avez à créer de l'eau cohérente. Si vous êtes trop en température, vous ne pouvez plus le faire, et comme vous êtes fait d'eau et que la vie c'est l'eau, vous mourrez. Et donc cette température de pasteurisation, elle est importante, parce que ça veut dire que
pour avoir une vie qui va au-delà de 60 degrés C, il faut être très très intelligent. Alors, ça existe, il y a des bactéries qu'on appelle les extrémophiles qui peuvent aller jusqu'à 130. C'est pour ça que la pasteurisation est une belle fumisterie. Parce que je vous rappelle qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des organismes qui résistent à 130 degrés. Donc chauffés à 60, ils sont toujours là. Hein. Ça ne résout rien. Voilà, dernière image, elle est là. C'est que pourquoi, vous allez me dire, bah, tout ça, pourquoi on le découvre que maintenant? Bah, parce que ces domaines de cohérence, ils sont tout petits. Ils sont de l'échelle du nanomètre. Typiquement, je vous ai donné l'échelle ici à 30 degrés C. Un domaine de cohérence, c'est-à-dire là où c'est les grosses boules où les molécules d'eau jouent ensemble, ça fait 57 nanomètres. Alors, nanomètre, c'est 10-9 mètres. Je vous rappelle que 1 mètre, c'est 1 mètre. Et que 10-9, c'est 1 milliardième de mètre. C'est tout petit. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on est passé à côté. Mais maintenant qu'on sait que c'est là, je peux vous garantir que dans les années qui viennent, on va chercher et on va trouver évidemment ces choses. Alors, ça c'est un point intéressant. Comme c'est petit, on va avoir des propriétés qui sont liées à la mémoire de l'eau, comme je viens de parler. Avant, je vais juste vous indiquer ce qui se passe dans un de ces domaines. Là, vous êtes dans un domaine de cohérence, c'est-à-dire dans 57 nanomètres, à peu près 11 millions de molécules d'eau. La courbe de gauche vous donne la valeur du champ magnétique à l'intérieur de ce domaine. Vous voyez, il est maximum au centre du domaine, c'est là où il y a le plus d'ondes électromagnétiques. Et quand je m'approche de l'extrémité du domaine, le champ s'annule. Et puis évidemment, comme les domaines se touchent, après je repasse sur un autre domaine, c'est-à-dire que le champ remonte, et ainsi de suite. Que les domaines sont collés les uns aux autres. Donc ça, tout ça on le sait. On connaît aussi la fréquence de résonance qui est piégée. Le onde électromagnétique qui est piégée, on sait que c'est une longueur d'onde qui est à peu près de 20 microns. 20 microns, c'est une longueur d'onde très intéressante, ça s'appelle une longueur d'onde infrarouge. Et comme par hasard, c'est à peu près la longueur d'onde que la planète émet lorsqu'elle évacue sa chaleur dans l'espace. La Terre émet dans l'infrarouge pour se désexciter, parce que je vous rappelle que la Terre est éclairée par le Soleil, et que si elle absorbait l'énergie du Soleil sans réémettre cette énergie, qu'est-ce qui se passerait? Elle se volatiliserait. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle absorbe dans le visible, et elle le réémet dans l'infrarouge. Et c'est cette émission infrarouge correspond à peu près à la longueur d'onde qui est piégée dans l'eau. Un autre petit calcul nous montre que dans 18 grammes d'eau à 30 degrés, on a 10 puissance 16 domaines de cohérence. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà donc un petit film pour ceux qui trouvent tout ça trop technique. L'eau, c'est ça. C'est des microdomaines où à laquelle on a des ondes électromagnétiques qui sont piégées et on a une structure en fait qui est granuleuse. Mais elle est granuleuse non pas à l'échelle de l'angstrom de la molécule d'eau, elle est granuleuse à l'échelle du nanomètre. C'est ça qui est important de bien comprendre. Je vais revenir maintenant sur ce chiffre qui, dans 18 grammes d'eau, vous voyez tous ce que ça fait 18 grammes? C'est pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Il y a 10 puissance 16 domaines comme ça, il y a 10 puissance 16 petites boules. Alors 10 puissance 16, c'est beaucoup. Si j'essayais de nommer ça, ça ferait quoi? Centaines de milliers de milliards. Ça fait beaucoup. Comme c'est trop gros, je vais faire autre chose pour que vous compreniez ce chiffre. On va jouer au petit jeu des informaticiens. On va dire que dans un domaine de cohérence, je peux coder un bit. Pourquoi? Parce que j'ai une fréquence. Et que dans cette fréquence, c'est une information. Donc je vais dire que grâce à cette fréquence, je peux avoir un bit. Je pense que vous savez tous qu'un octet, c'est 8 bits. Avec 8 bits, on fait un octet. Et je pense que vous savez tous que l'octet, c'est l'unité pour donner les capacités de mémoire dans les ordinateurs, ou dans les DVD, ou dans les disques durs. Et donc, dans 18 grammes d'eau, on a 1
pétaoctets. Alors ça, c'est intéressant, un pétaoctet. Pourquoi? Parce que vous connaissez le mégaoctet. Vous connaissez le gigaoctet. Vous connaissez aujourd'hui, on a des disques qui sont des téraoctets. Si vous étiez à l'armée, vous auriez des pétaoctets. Les pétaoctets, ce sont les mémoires qu'on utilise pour stocker toutes les données d'Internet. Vous avez sûrement entendu parler de ces gros serveurs qui absorbent tout Internet. Pour absorber tout Internet, il vous faut des pétas. Et je vous rappelle que ces serveurs Internet, on est obligé de les mettre en Antarctique sous la glace tellement ils chauffent. Et moi, je vous dis, dans 18 grammes d'eau, vous avez un péta. Ah! Et que si je prends 18 litres d'eau, ça me fait un hexaoctet. Il y a encore 1000 de plus, 1000 pétas. Alors, pour que vous compreniez ce que c'est que les hexaoctets, je vous ai mis ici les débits Internet. On a à peu près 64 hexaoctets par mois qui circulent dans l'Internet mondial. Quand on vous dit que l'eau a une mémoire, vous voyez ce qu'on veut dire? Parce que là, je parle de 18 grammes, de 18 litres, mais songez à un océan. Ah ben, je suis content d'être venu. Évidemment, c'est énorme. C'est-à-dire que si jamais vous étiez capable, on serait capable d'écrire au sens, dans ces domaines de cohérence, on pourrait stocker un bit, on a une mémoire fantastique. Si je voulais, par exemple, coder tous les livres du monde entier, vous savez, vous allez à la National Bibliothèque à New York, vous allez à la Bibliothèque nationale de France, toutes les bibliothèques du monde, tout ce qui a été écrit, 200 pétaoctets, 3 litres et demi d'eau. Pas mal. Je peux même faire mieux. Un ADN humain. Vous savez qu'avec un ADN, je peux vous reproduire. Une seule molécule suffit pour refaire un être vivant complet. 1 gigaoctet d'informations pour stocker ce qui est un être vivant. On est actuellement 6 milliards d'humains. Il faut combien d'eau pour coder les ADN de tous les hommes de cette planète? 100 millions. Comme disait Richard Feynman, il y a beaucoup de place, au fond. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on peut coder sur un océan, on peut coder toute la vie bactérienne, toute la vie virale, tout ce que vous pouvez imaginer comme vie sur Terre, et peut-être même de la vie extraterrestre. Si on en croit certaines, qui sont fabriquées par les extraterrestres. Donc, aujourd'hui, parler de la mémoire de l'eau a un sens. Ça a un sens précis dans ces couplages entre les ondes électromagnétiques du vide et les ondes électromagnétiques que l'eau est capable de créer par ses mouvements. On a les moyens de créer des mémoires fantastiques. Vous savez tous, c'est pas parce qu'on a de la mémoire qu'on fait les choses. Il ne suffit pas de stocker, il faut savoir aussi faire deux choses, lire et écrire. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est là où interviennent donc les travaux de Luc Montagnier, qui vous montrent qu'on est vraiment allé très loin, c'est-à-dire qu'on peut à la fois lire et écrire. Il l'a démontré. Alors là, je vais aller assez vite, parce que ça fera l'objet du reportage que vous verrez samedi prochain à la télé. Pas de mal que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est dans 15 jours. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Il veut montrer qu'on peut lire et écrire dans l'eau. Donc voilà, il va prendre un ADN, peu importe, bon, comme il travaille avec le virus du sida, il a fait un ADN du sida, mais c'est pas grave, et il va le diluer. Diluer, ça veut dire retirer l'ADN, pour mettre à la place de l'eau, évidemment. Ensuite, une fois qu'il a un tube d'eau pure, il a dilué, il va constater que ce tube émet une onde électromagnétique. Alors, ça ne vous surprend pas, parce que je vous ai expliqué qu'il y a un mécanisme qui permet de comprendre. Cet onde, il va l'envoyer par Internet, il va l'enregistrer sur une carte son sous forme d'un fichier MP3,
Vous voyez qu'on est bien au XXIe siècle. Il l'envoie par Internet à un autre labo, qui est en Italie. En Italie, ils reçoivent le fichier MP3 et ils le font jouer à un tube d'eau pure qui n'a jamais vu d'ADN. Ensuite, une fois que l'eau a écouté, on met les nucléotides, on met la petite enzyme qui permet de souder tout ça, et on recrée l'ADN initial, rien qu'avec de l'eau et des nucléotides, sans avoir le brin d'ADN matériel. On peut lire et écrire en langue. La science le sait aujourd'hui. Alors, il y a quand même des conditions. Pour écrire, il faut au moins 16 à 18 heures. C'est-à-dire qu'il faut exposer pendant 16 à 18 heures l'eau pure à ces champs. Il faut une bobine électromagnétique, c'est-à-dire qui est parcourue par un champ, un générateur de champ magnétique, une fréquence d'excitation qui est de 7 Hz. Alors, on peut aussi ne pas l'avoir, à ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle les résonances Schumann de la Terre. Et, évidemment, si vous diluez, si vous ne mettez pas d'ADN dans le tube de départ, ben ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut diluer de l'ADN pour avoir le signal. Si vous respectez tout ça, la manip se reproduit sans cause. Alors, j'en dirai pas plus, puisque là, donc, je vous donne les coordonnées de l'émission. Samedi 5 juillet, alors c'est entre deux matchs de foot. À 19h, sur France 5, vous aurez donc une émission qui s'appelle L'Empire des sciences. On a retrouvé la mémoire de l'eau avec tous les participants qui ont... Le documentaire a été tourné pendant une période de 5 ans, puisque Montagnier fait ça depuis 2005. Et vous me retrouverez dans le documentaire, pour expliquer ce que je suis en train de vous expliquer là. Et évidemment là, ils m'ont donné quelques secondes, alors ça va beaucoup plus vite. Mais par contre, vous aurez tout le processus qu'utilise Luc Montagnier pour lire et écrire de l'ADN dans de l'eau. Et donc, après, vous verrez, c'est quand même intéressant. Le documentaire fait 52 minutes. Et pour ceux qui veulent regarder les matchs de foot, c'est rediffusé le lundi 7 juillet à 14h05. Sinon, il y a aussi le magnétoscope. Voilà. Donc je compte sur vous, évidemment, pour faire de la publicité. C'est-à-dire, si vous avez des amis, la pizza, la bière, et on regarde du Montagnier. Comme si c'était un match. Et si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est quasiment un match. Ce sont les molécules d'eau qui jouent au ballon avec les ondes électromagnétiques. Ça va, c'est pas trop technique? Une question. Oui. Avec quoi on va capturer, on va dire, ce champ? Enfin, vu qu'on prend l'eau dans l'ADN. De l'eau. De l'eau. Pure. D'eau distillée. Non, mais il faut savoir maintenant que l'eau est un milieu dans lequel on peut lire et écrire. C'est comme quand on veut écrire, je sais pas, je veux écrire une lettre à ma fiancée, je prends une feuille de papier. Là, vous voulez écrire, vous prenez de l'eau. Et vous comprenez maintenant pourquoi vous avez de l'eau dans votre corps? C'est peut-être pour ça, et pas pour autre chose. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ça a plein d'applications. Ce que cherche Luc Montagnier, en particulier, comme vous l'avez vu sur le texte, c'est que si maintenant on peut dématérialiser, on n'a plus besoin d'avoir de la matière mais des ondes, ça veut dire qu'on pourra peut-être vous soigner avec des ondes. Et vous connaissez tous le problème de la médecine actuellement, c'est qu'on vous donne des médicaments qui ont des effets secondaires. Avec les ondes, c'est une autre affaire. On va pouvoir vous soigner sans effet secondaire. Parce qu'on dématérialise le médicament. Non mais je vous dis, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Alors évidemment, c'est en lien avec l'homéopathie, pour ceux qui sont homéopathes ou qui utilisent cette technique, évidemment, on a là un support scientifique pour la manière dont fonctionne le médicament homéopathique. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que mon intérêt, c'est évidemment de vous parler d'un autre problème, ça c'est le côté eau,
Mais dans la conférence, il y a aussi le côté électromagnétique. Mais je voudrais quand même vous dire quelques mots là-dessus. Alors, tout de suite, pour que les choses soient claires, tout ce qui est au tableau, là, tension électrique, aimant, vortex, lumière, son, mot, bénédiction, ondes subtiles, sont des choses qui sont susceptibles d'interagir avec les ondes qui sont stockées dans l'eau. C'est-à-dire que, à la limite, quand vous voyez le curé qui commence à bénir l'eau, ne rigolez pas. Physiquement, il peut se passer quelque chose lors d'une bénédiction. Pourquoi? Parce que vous êtes des émetteurs infrarouges. Et quand vous approchez vos mains de l'eau, ce sont des ondes infrarouges que vous amenez. Comme l'eau stocke des ondes infrarouges également, il y a quelque chose qui passe. Vous passez dans le domaine des ondes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de toucher. On peut faire les choses à distance. Oui, c'est du lourd. Même les curés, il va falloir qu'ils deviennent scientifiques. Vous savez, pas les curés. Alors, bon. Les mots, pourquoi? Bien parce que les mots, c'est des vibrations, les sons, enfin bref, il y a plein de choses qui vont faire que l'eau est réceptive à beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans tout ça parce qu'on n'a pas le temps. Je vais juste vous montrer des preuves. Que tout ça, ce n'est pas simplement des lucubrations de physiciens qui est complètement bourré le soir à 24 heures, c'est tout à fait. Cette molécule, vous la connaissez tous. Ça s'appelle le luminol. Le luminol, c'est la grande molécule qui fait qu'on ne peut plus tuer les gens. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on pouvait trucider quelqu'un, et ensuite, dans la scène de crime, on pouvait tout effacer, tranquillou. Aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut plus. Parce que si vous tuez quelqu'un, il y a du sang. Dans le sang, il y a de l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, c'est une molécule qui fait une taille de quelques nanomètres. Elle va se mettre dans les rayures du parquet, dans la petite rayure sur le mur, ce qui fait que vous aurez beau nettoyer, elle sera toujours là. Et les policiers, ils arrivent. Ils tartinent tout ça de luminol, tous les lieux du crime, ils envoient un rayonnement UV, et paf, s'il y a eu du sang, ça devient bleu. Et après, les techniques, on a ce qu'on appelle les PCR, que vous découvrirez dans le reportage de France 5. C'est-à-dire que même si vous avez des picogrammes d'ADN, on a des amplificateurs qui peuvent vous identifier. Vous étiez là, il y a des traces de sang, c'est vous le meurtrier. Ne faites plus de meurtre. Les probabilités d'être pris sont très fortes. Et si vous regardez la télé, parce qu'on voit ces séries policières, vous avez dû le voir. C'est les gens qui badigeonnent et puis après ils passent une dent et on voit s'il y a eu du sang ou pas. Ça, c'est le luminol, c'est quelque chose qui est tout à fait chimique et classique. Regardez ce qu'on va faire. On va mettre ce luminol dans un tube scellé, dans l'obscurité, et pour les besoins pour que ça marche, il faut mettre un peu d'ions, parce que, comme je vous ai dit, les ions sont importants. Donc là, ce sont des ions bicarbonate avec du sodium et du potassium comme contre-ion. Je vous ai mis les concentrations, un petit peu d'oxygéné pour avoir un agent oxydoréducteur. L'eau oxygénée va jouer le rôle du fer. Parce qu'on ne va pas mettre de l'hémoglobine, on est végétarien. Donc, on met de l'H2O2 pour éviter de sacrifier un animal. Mais ça va jouer le rôle du fer. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sceller le tube et le mettre dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'on va quand même rendre le jeu un peu plus compliqué que les policiers. Les policiers, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils badigeonnent et après ils irradient. Non, non, non. Nous, on met dans l'obscurité, dans le noir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a mis dans le tube des capteurs, c'est-à-dire des cellules photoélectriques. Les parois du tube sont recouvertes de cellules photoélectriques, ce qui fait que si jamais, le luminol s'excitait, il devra se désexciter. Le désexcité, il crache un photon et le capteur va piéger le photon. Et ensuite, on regarde ce qui se passe. Alors, c'est le genre de manip que j'aime bien parce qu'il n'y a rien à faire. Vous attendez 6h, 18h, 30h, 42h, 50h.
Et évidemment, comme vous avez votre capteur, votre cellule photoélectrique à l'intérieur du tube, tout ça c'est relié par l'extérieur, ça nous permet de suivre le signal. Regardez ce que vous voyez. Le luminol qui s'excite, puis qui se désexcite, puis qui s'excite, puis qui se désexcite, puis qui s'excite, puis qui se désexcite. C'est tout seul. Pourquoi il fait ça? Alors, on s'est gratté la tête, puis on s'est aperçu que, effectivement, ça, c'était les rythmes circadiens. C'est-à-dire qu'il voit le lever et le coucher du soleil. Parce que n'oubliez pas que quand le soleil se lève et quand le soleil se couche, bien sûr, il y a de la lumière, mais il y a aussi toutes les autres ondes que vous ne voyez pas. Nous, on a mis dans l'obscurité pour les yeux, mais le tube, il laisse passer aussi des ondes infrarouges ou des ondes radio. Et chaque fois que le soleil se lève ou le soleil se couche, ces ondes changent et ça se couple avec l'eau qui est dedans. Et le luminol, lui, il suit ça. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement de la science-fiction, parce que là, on n'est pas avec une cellule, on est avec un mélange tout bête, H2O2, bicarbonate et une molécule de luminol. Pardon? Samedi, c'est Shabbat. Samedi, c'est Shabbat, samedi. Ah ben peut-être, oui. Non mais après, il peut y avoir des perturbations. Hein. Je vous rappelle qu'on a l'habitude de voir le soleil, mais il y a aussi ce qu'on appelle les orages, les rayons cosmiques, il y a tout un... C'est tout le cosmos qui nous colle, hein. C'est pas simplement le soleil. Donc de temps en temps, il peut se passer des choses bizarres, et d'ailleurs, les gens ont eu un coup de bol énorme. C'est que regardez ce qui s'est passé. C'est que pendant qu'ils étaient en train de regarder leur cellule photoélectrique, il y a eu une éclipse de lune. C'est-à-dire que le soleil est passé devant la lune. Regardez ce qu'a fait le lumineux. Il s'est excité comme un fou. Oh, alors qu'on est dans l'obscurité. Lui, il ne voit pas tout ça. Il dit, oh là, à l'extérieur, il y a un drôle de truc qui vient de se passer. Et puis, évidemment, il va se désexciter. 48 heures après l'éclipse, il se dit, bon, ça ne vaut plus la peine. Et ça, par contre, c'est intéressant. C'est que 70 heures après l'éclipse, il se souvient qu'il y a eu une éclipse. Et il se réexcite. C'est pas banal. Ce sont des expériences simples, reproductibles, qui vous montrent ce que je vous disais, la sensibilité de l'eau. Tout ce qui est champ électromagnétique. Donc pour ça, je mets la référence à chaque fois pour que vous sachiez que, pour ceux que ça intéresse, allez lire les articles, donc très intéressant de comprendre que le conférencier n'est pas juste là pour vous raconter une belle histoire, c'est que derrière tout ça, il y a de la science, il y a des gens qui publient, qui font des travaux. Alors, on va apprendre autre chose, et ça devient relativement intéressant. C'est que là, je suis à l'intérieur d'un domaine de cohérence. Pour ça, là, j'ai mis en angstrom, parce que je suis sur les toutes premières molécules d'eau à partir du sang. Et je vous montre la ligne en pointillé, c'est le niveau où l'eau est capable de se placer toute seule. C'est-à-dire en s'excitant avec le vide. Et là où les pics s'arrêtent, chaque pic correspond à une molécule d'eau, là où les pics s'arrêtent, c'est l'énergie qu'il faut pour arracher un électron à l'eau. C'est-à-dire lui prendre un électron. Vous voyez la chose qui est intéressante, c'est que si l'eau n'était pas excitée jusqu'à 12,1 électrons-volts, pour arracher un électron, il faudrait que je donne cette énergie. C'est une énergie énorme. Et l'eau ne le fait pas. Mais si elle s'excite tout seul déjà jusqu'à 12,1, sachant qu'il faut 12,6 pour arracher l'électron, ça veut dire que moi, de l'extérieur, je ne dois amener que 0,5. Et ça, 0,5, c'est beaucoup plus facile. C'est un simple rayon infrarouge. Et évidemment, des infrarouges, il y en a partout, ce qui veut dire que ces molécules d'eau qui s'excitent, s'ionisent, elles créent ce qu'on appelle des courants électriques. C'est-à-dire que dans ces domaines de cohérence, vous avez des courants qui tournent. Et comme c'est un mécanisme quantique, ces courants sont de type supraconduction. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent jamais. Une fois qu'ils ont été initiés, ils s'arrêtent jamais. Oui, mais s'il y a un courant qui tourne, ça veut dire qu'il y a une émission de champ. Et donc,
on a pu calculer les émissions, les fréquences qui correspondent. Ça correspond, par exemple, dans le champ magnétique terrestre, si on met en mouvement ces courants, ça correspond à des fréquences qui sont de l'ordre du mégahertz. Et donc maintenant on comprend que l'infrarouge peut changer l'eau, mais aussi les ondes radio. Le mégahertz, on n'est plus dans l'infrarouge, on est dans les ondes radio. Alors, vous voyez où je veux en venir. Les ondes radio, bah, il y en a partout. Alors, ici un petit détail sur les ions qu'on trouve en milieu intracellulaire. Bon, c'est essentiellement du potassium, du magnésium, du sodium, du chlorure, du bicarbonate, du fer, du calcium, puis toute une flopée qu'on appelle les oligo-éléments et quelques autres. Ces ions, comme je vous l'ai dit, sont très importants. Parce que ce sont les objets qui sont les plus abondants après l'eau. Je vous ai montré un film où si vous avez des champs électromagnétiques, qu'est-ce que font les ions? Ben, ils sont obligés de suivre les lignes de champ. Donc ça, évidemment, comme on a des ions qui bougent et qu'on baigne dans des champs électromagnétiques, ça veut dire qu'on peut se poser la question ce qui se passe lorsque ces ions s'approchent des domaines de cohérence. Et ça, c'est une nouvelle biologie, parce que dans la biologie, telle que vous l'avez appris, si vous avez fait des études de biologie, l'eau est un milieu unique. Mais maintenant, vous savez que ce n'est pas un milieu unique, il y a ces domaines. Donc vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand l'ion arrive près d'un domaine? Eh bien, comme ce domaine est parcouru par des courants supraconducteurs, ça crée un champ magnétique et l'ion se met à spiraler. Il spirale comme ça autour du domaine, et avec une fréquence qu'on connaît bien, qui s'appelle la fréquence cyclotron, qui est donc largement inférieure à 1 MHz, c'est de l'ordre de quelques hertz. Alors avec ça, on peut expliquer beaucoup de choses. Par exemple, tous les biologistes savent qu'on trouve le potassium à l'intérieur de la cellule et le sodium à l'extérieur. Mais très peu sont capables de vous expliquer pourquoi. On le constate. Ici, on a un mécanisme. C'est que le potassium est capable de rentrer dans les domaines de cohérence alors que le sodium ne le peut pas. Donc alors que le potassium rentre, le sodium, lui, tourne autour. Et on n'a plus besoin d'expliquer toutes ces histoires, pourquoi le sodium rentre, le potassium sort, c'est pas, il n'y a pas besoin, c'est l'eau qui fait le travail. Je vous ai mis ici aussi ce qu'on appelle les résonances Schumann de la planète. Elles sont à 7,8, 14,3, 20,8, 27,3, 33,8 Hz. Ce sont exactement les fréquences très proches des fréquences cyclotrons des ions qui sont en train de spiraler autour du domaine de cohérence. Alors, ces fréquences viennent tout simplement de la taille de la planète. C'est ce qu'on appelle l'ionosphère. Je vous rappelle que les ondes électromagnétiques, si elles sont de longueur d'onde trop grande, ne peuvent pas franchir l'ionosphère, elles sont réfléchies. Et c'est ça qui donne ces résonances Schumann qu'on observe. Alors, ces résonances Schumann sont évidemment extrêmement importantes pour toutes les bactéries, puisque c'est avec ça qu'elles se couplent, qu'elles prennent de l'énergie magnétique pour faire bouger leurs ions. Chez les animaux, c'est un petit peu différent. Et ça, c'est la grosse différence entre un animal et une bactérie, c'est que nous, on a un cœur. Et ce cœur, on sait aujourd'hui, on a fait des mesures de champ magnétique, il émet du champ magnétique. Et donc, grâce à notre cœur, on peut recréer ces ondes dont on a besoin pour faire bouger les yeux. Et c'est pour ça que les animaux se déplacent facilement. Parce que notre cœur nous permet d'emmener avec nous le mécanisme qui permet de faire bouger les ions dans la cellule. Les plantes, elles, par exemple, ne le peuvent pas parce qu'elles sont coincées sur la résonance Schumann. Alors, évidemment, des ondes, il y en a partout. On les voit aujourd'hui sous ce qu'on appelle le Wi-Fi, c'est-à-dire cette capacité qu'on a, il y a plein d'informations qui transitent dans cette pièce, il y a le Wi-Fi. Et vous avez des personnes qui, comme vous voyez, ne supportent pas ça. Alors, ces personnes qu'on appelle les personnes hypersensibles, jusqu'à présent, on les considère comme des cas psychosomatiques, des mauvais coucheurs. On va voir que ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce que on sait maintenant qu'il y a ces domaines de cohérence, on sait que ça tourne, et il y a un ion qui est extrêmement important pour la cellule, c'est l'ion calcium. L'ion calcium, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ion avec lequel une cellule se suicide.
il y a un mécanisme dans les cellules qu'on appelle l'apoptose. C'est-à-dire qu'une cellule, lorsqu'elle acquiert trop de mutations génétiques qui fait qu'elle n'arrive plus à se reproduire, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, au lieu de continuer, elle ouvre les vannes à calcium. Le calcium se précipite dans la cellule et c'est la mort de la cellule. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que toutes ces ondes qui nous entourent ouvrent les vannes calciques de nos cellules. Et du calcium dans la cellule, c'est toujours une mort. Donc là, on ne parle pas de ce qu'on appelle l'effet thermique de ces ondes, qui préoccupe beaucoup les vendeurs de téléphones. On parle bien des effets non thermiques, purement électromagnétiques liés au fait qu'on est fait d'eau et d'iode. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, c'est un sujet qui est important. Tout d'abord, ce diagramme, qui vous montre que les ions dans la cellule ne sont pas simplement des ions. Vous le voyez, le calcium ici, il est écrit à droite. Ce diagramme vous montre que si je perturbe le calcium, vous suivez les lignes. Vous perturbez le phosphore, vous perturbez le manganèse, vous perturbez le magnésium, vous perturbez le zinc, vous perturbez le fluor et vous perturbez le soufre. Ah oui, mais si je perturbe le magnésium, j'ai d'autres lignes qui m'envoient vers le cuivre. Si je perturbe le cuivre, j'ai des lignes qui m'envoient vers le cadmium. Aïe aïe aïe! Vous comprenez que les ions dans la cellule, c'est hyper compliqué. C'est comme une toile d'araignée, si vous touchez à l'un, c'est l'autre qui mord. Et donc, c'est pas simple. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la cellule, vous avez ce qu'on appelle des enzymes, et que la plupart de ces enzymes sont des métalloenzymes. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un ion. Mais elles ont besoin aussi d'un cofacteur, les vitamines. Si vous commencez à altérer le mouvement d'un ion, vous n'absorbez plus la vitamine. Parce que pour que la protéine fonctionne, il faut la combinaison protéine, ion et vitamine. Et donc, vous avez un problème typique d'aujourd'hui, c'est que vous prenez plein de vitamines et vous ne les absorbez pas. Vous les éliminez. C'est parce que vos ions sont en train de faire n'importe quoi. Et s'ils font n'importe quoi, il y a un coupable. Ce sont toutes les ondes Wi-Fi qui vous traversent. Donc vous voyez que le problème est sérieux et lourd, et il est d'autant plus lourd que je vous mets ici les fréquences, tous les organismes, notre corps est un gigantesque tas de fréquences. On a toutes les fréquences qu'on connaît bien du système digestif, on a les fréquences cardiaques, la fréquence du cerveau, et regardez les champs magnétiques qui font fonctionner tout ça, c'est de l'ordre du femtotesla ou du picotesla. Un simple écran d'ordinateur génère des nanotesla, 1000 fois plus. Il faut vous perturber tout ça. Vous perturbez. Et si on perturbe, il ne faut pas s'étonner après s'il y a des bombes. Alors, ici, je vous rappelle l'histoire, elle est bien connue. Tout a commencé avec le radar, dans les années 1930. Ensuite, on a inventé cette horreur qu'on appelle le four micro-ondes, qui, si vous en avez un chez vous, vous ne savez plus quoi en faire, parce que si vous le donnez à vos copains, c'est comme si vous lui donniez de l'arsenic. Poison. Une catastrophe, ce truc-là. Bon, enfin, ça a été inventé, on parlait qu'on peut cuire avec. Le premier téléphone mobile, qui date de 1956 et qui pesait heureusement 40 kg, ce qui fait qu'on était à peu près épargné. Mais le problème, c'est qu'on a miniaturisé tout ça dans les années 80 et qu'on arrive avec ces petites choses là, que vous avez et que vous pouvez porter. Et pire, mettre à l'oreille, avant, vous savez, quand vous aviez 40 kilos, c'était dur. C'était dur. Aujourd'hui, c'est très facile. Et on en donne même aux enfants. Alors, voilà un petit peu la vie telle qu'on l'a aujourd'hui. Ce qui est remarquable pour moi, c'est que notre corps arrive quand même tout ça à gérer. Bon, des fois il y a des problèmes, c'est ça qui donne des pathologies.
Si l'on regarde ce que nous promettent les vendeurs de téléphones séparatrices, vous voyez qu'on va toujours plus de puissance, toujours plus d'ondes électromagnétiques. On n'est pas sur... Normalement, dans ce type de courbe, si on était raisonnable, on devrait plafonner. Et après, diminuer. Vous le voyez, vous, le plateau? Non, on joue avec le feu. C'est-à-dire qu'on fait des expériences planétaires sur l'humanité entière avec ça. Vous en informe. Alors, heureusement, il y a les jeunes. Les jeunes sont sensibilisés à ce problème. Ils ont plusieurs raisons pour être sensibilisés. C'est parce que c'est eux qui vont faire des enfants. Et que donc, le monde qu'on leur promet sera un monde qui sera bourrinant. Ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire que nous, encore, quand on fait des enfants, moi j'ai 56 ans, bon, les miens sont grands, mais ceux qui vont procréer vont mettre au monde des bébés qui vont vivre dans quoi? Donc des véritables marmites de micro-ondes. Alors, ces jeunes sont préoccupés, ils ont raison. Regardez, ils ont fait des choses simples, vous pouvez faire ça chez vous. Vous prenez un routeur Wi-Fi et vous faites germer des graines de cresson. Vous voyez un résultat? En photo, hein. 12 jours de Wi-Fi, et là, à gauche, vous avez un cresson qui n'arrive pas à germer, à droite, qui n'a pas été exposé. Je vous ai mis la lampe qu'ils ont utilisée, et ce sont des lycéennes au Danemark, et évidemment, elles ont même reçu un prix pour la sérieux de leur expérience scientifique. C'est pas du tout. Tout le monde peut faire ça chez soi. On se convainc que les ondes interviennent avec la matière. Après, il y a évidemment ce qui se passe dans la littérature. Il y a des gens qui sont très intéressés par tout ça. Donc, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on alterne les mouvements des ions, il peut y avoir des problèmes d'interférence. Donc, ça peut donner essentiellement deux choses dont je vais parler, des tumeurs cancéreuses et ce qu'on appelle des ouvertures de la barrière hémato-encéphalique. Alors, voilà par exemple une image typique. À gauche, vous avez un rat qui n'a pas été exposé. À droite, un rat qui a été exposé pendant 2 heures à un rayonnement de 2 milliwatts par kilo. C'est ce qu'on appelle le DAS. C'est pas beaucoup, hein, 2 milliwatts par kilo, c'est très peu. Et vous voyez qu'on voit apparaître des zones marron à droite. Ces zones marron, c'est l'albumine qui diffuse depuis les vaisseaux sanguins jusque dans la matière cérébrale. Et si l'albumine diffuse, normalement, elle ne doit pas faire ça. Si elle fait ça, c'est qu'on a une barrière qui protège, qui s'ouvre. La barrière s'ouvre et tout ce qui est dans le sang peut passer dans le cerveau. On le voit ici aussi, il y a de temps en temps ce qu'on appelle des neurones noirs, c'est-à-dire qu'il y a des neurones qui se reproduisent et qui deviennent tout noirs, on ne sait pas pourquoi, mais ça, on sait que c'est corrélé à l'exposition au champ électromagnétique. Voilà ces fameux neurones noirs, vous voyez qu'ils envahissent tout le cerveau, et les taches diffuses, c'est l'albumine qui traverse les vaisseaux, alors que normalement, elle devrait rester à l'intérieur du vaisseau sanguin. Donc ça veut dire qu'on sait que le simple fait de faire ça ouvre votre barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire que vous ouvrez grand les portes à tout ce qu'il y a dans le sang. Alors c'est là que vous comprenez que, suivant ce que vous mangez, ça va être une catastrophe. Parce que c'est vrai que si vous avez une alimentation saine, sans toxines, bon, vous ouvrez la barrière, c'est pas trop grave. Mais si vous avez une alimentation qui vous fait manger plein de choses qui sont nocives, tout ça va évidemment diffuser en cerveau. Voilà, donc ici c'est d'autres images. Donc ça c'est des études qui sont relativement bien étudiées. Et là par contre, quelque chose de relativement fondamental. Quand on parle d'ondes électromagnétiques, on a deux choses en fait avec les téléphones portables. On a ce qu'on appelle la porteuse, qui est en général de l'ordre du mégahertz ou du gigahertz, et on a la modulation de cette porteuse qui porte l'information qu'on doit véhiculer à travers le téléphone.
Actuellement, vous avez ici ce qu'on appelle un DAS qui va jusqu'à 8 watts par kilo. Ce sont les téléphones normaux qui préoccupent les opérateurs. Et vous voyez qu'effectivement, on a des problèmes avec les ondes porteuses. Ce sont les effets thermiques. C'est-à-dire que si la porteuse a une fréquence qui est trop grande, vous grillez le cerveau. Et c'est pour ça que normalement, vous savez que quand vous achetez un téléphone, vous regardez tout de suite le DAS. Vous essayez d'avoir le DAS le plus faible possible, parce que ça vous évite d'avoir vos neurones qui grillent. Vous croyez? Non. Parce que regardez ce qu'on va faire ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit p qu'il faut regarder. Si le petit p est inférieur à 0,001, ça veut dire que c'est bon. On a un vrai effet. Si le petit p est supérieur, ça veut dire que l'effet est douteux. Ça peut être dû au hasard. Donc on ne regarde que ce qui a un P qui est inférieur à 0,001. Pour être sûr que là, il y a un effet, bien sûr. Et donc vous voyez que c'est le cas pour la porteuse. Et par contre, pour la modulation, ça n'a aucun effet. Parce que les P sont relativement grands. Mais vous connaissez les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pourris? Ben, ils ont baissé le DAS. Baissons le DAS. C'est-à-dire que mettons moins de puissance. Ce qui, a priori, est bon. Puisque c'est comme ça que, si vous regardez les écologistes, ils disent, ah, il faut baisser, il faut baisser, il faut baisser. Mais regardez ce qui se passe si vous baissez. Vous voyez que maintenant, l'onde porteuse n'a plus d'effet. Vous n'avez plus un effet de porteuse. Vous ne grillez plus, c'est bon. Mais par contre, vous voyez que maintenant, c'est la modulation qui prend le relais. Et donc, vous n'avez plus l'effet thermique, mais vous récupérez un effet qui vient de la modulation qui, elles, sont des fréquences qui sont de quelques hertz. On voit que les fréquences, ben, comme par hasard, c'est 50 et 77 Hz. 50 Hz, je ne vous fais pas une photo. Ça va partout. On baisse encore. Et vous voyez que là, effectivement, il n'y a plus d'effet de porteuse. Par contre, on a un très fort effet sur le 50 Hz. Et puis on baisse encore le DAS. Et là, c'est toutes les modulations qui sont pathologiques. Donc plus je baisse le DAS, plus j'augmente la toxicité. Oui, il fallait venir. Alors, il y a quand même des gens qui disent tout ça, c'est pas vrai. Et l'argument suprême, c'est qu'on n'est pas des rats. Mais non, mais tout ça, c'est fait sur des rats, parce qu'on ne peut pas faire ça sur des gens, c'est interdit. Donc on fait ça sur des rats, et puis après on dit, bah oui, mais attendez, ça c'est pour les rats. Nous, on est des hommes. Alors c'est vrai que quand on regarde les barrières hémato-encéphaliques du rat, c'est les images de haut, et de l'homme, ce sont les images du bas, on voit qu'il y a des différences. Mais il y a quand même globalement la même structure. J'ai du mal à croire que si ça fait du mal à un rat, ça nous laisse complètement... Alors bien sûr, on pourrait faire des expériences sur des hommes. Alors, vous allez comprendre maintenant l'importance du combat que mène Corinne Bouget, pour ceux qui la connaissent. Elle lutte depuis des années pour qu'on arrête de manger de l'aspartame, du soja, des glutamates, et on la traite de folle. Parce qu'on dit, tout ça, c'est pas toxique. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est pas toxique si la barrière hémato-encéphalique est intacte. Mais si je mets mon téléphone ici et que ça s'ouvre, toutes ces excitotoxines pilent dans le cerveau. Et du glutamate ou de l'aspartame dans le cerveau, on a fait les expériences, c'est la mort des neurones. Donc vous voyez le problème de téléphoner au portable, c'est que vous allez vous prendre dans la gueule toute votre alimentation. Votre cerveau n'est plus protégé de ce que vous mangez. Donc c'est pour ça qu'elle se bat. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut éviter dans votre alimentation, achetez son livre et vous pourrez faire vos courses tranquillement. Alors évidemment, il y a les antennes. Hein. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez une antenne, il va falloir que vous essayiez. L'antenne, elle a un problème, c'est qu'elle est très forte dans une direction et beaucoup moins dans l'autre. Ce qui fait que celui qui s'en prend plein la poire, c'est celui qui est plein dans le lobe. Donc si jamais vous êtes en plein dans le lobe, soit vous déménagez,
soit vous demandez à ce qu'on retire l'antenne. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est une orientation nord-sud ou quelle est l'autre? Ah non, c'est la forme de l'antenne qui fait qu'elle émet dans une direction préférentielle. Où elle émet? Si vous regardez la forme de l'émission, ça c'est une émission qu'on appelle dipolaire électrique. Vous voyez, il y a un lobe préférentiel, c'est un dipôle qui oscille, et donc ça émet dans une direction, et il ne faut pas se trouver dans cette direction. Bah, mieux éviter. Le lobe secondaire Alors, peut il être ne faut pas aussi éviter, embêtant. il faut être entre les lobes. Quoi. Non mais tout ça, c'est ce que devraient faire les gens qui installent les antennes. Moi, je ne sais pas s'ils le font, mais ils devraient le faire. Alors ça vous montre l'effet de la distance. Vous voyez que les 0,6 volts par mètre, on les a jusqu'à 235 mètres, c'est-à-dire qu'il faut être pas à côté de l'antenne. On le sent aussi. Ici, ça vous montre que même si votre téléphone est à 1,85 m, vous avez encore un effet. Donc vous imaginez ce qui se passe si vous le mettez à l'oreille. Et la distance donc pour une antenne relais, c'est à peu près 190 mètres. Pour avoir les ordres de grandeur des effets neurologiques que j'ai montrés tout à l'heure. Alors, c'est là où c'est inquiétant. C'est que si vous regardez la matière cérébrale, en mettant un téléphone à l'oreille, si vous mettez 1 watt par kilo en DAS au niveau du téléphone, au niveau de l'oreille, vous voyez ce qui se passe? C'est que le DAS à l'intérieur du cerveau diminue. Maintenant, vous avez compris. Je n'ai pas d'effet thermique à l'oreille, mais comme plus le DAS diminue, plus je monte en sensibilité et la modulation, bien je me grille l'intérieur du cerveau. À cause de la modulation. Oui, vous ne regarderez pas votre téléphone. Alors, c'est pour ça que si vous regardez mon téléphone, il est protégé. Il y a des systèmes de protection. Alors, sur ça, il y en a énormément. Si vous avez fait les salons zen, bien-être, tout le monde propose son système de protection. Moi, je n'en connais qu'un qui a fait ses preuves. C'est pour ça que je vous permets de le mettre. Ça s'appelle Homo System. Si vous voulez savoir, il y a une petite vidéo qui est très jolie, où ils ont fait une expérience avec des fourmis, avec le système de protection, sans système de protection. Et vous voyez très bien que les fourmis se retrouvent un comportement normal qu'elles n'avaient pas s'il y avait des radiations. Donc ce sont des systèmes qui protègent votre habitation, qui protègent votre téléphone. Si vous regardez mon Macintosh, il y en a un ici aussi. Donc ça, il faut se protéger. Actuellement, c'est ça ou vous coupez le Wi-Fi. Il n'y a pas le choix. Alors, en attendant, évidemment, qu'on résolve, qu'on prenne tout ça au sérieux et qu'on fasse des études plus poussées pour savoir s'il n'y a pas des banques de fréquences où on pourrait vraiment avoir un effet pour le moment. Le mieux, c'est de se protéger, surtout si vous êtes femme enceinte ou si vous avez des enfants. Il faut absolument se protéger. Et ces systèmes-là, je les ai fait tester par des labos, ça marche très bien. C'est nickel. Est-ce qu'ils influencent sur le fonctionnement de l'appareil? Non, alors justement, parce que ces systèmes-là, ce sont des systèmes par compensation. C'est-à-dire que c'est l'avantage, c'est qu'on peut garder le Wi-Fi, ça ne change rien du tout à l'environnement. Par contre, ça émet un contre-champ hyper faible qui oblige Lyon à tourner dans l'autre sens. Ce qui fait que, avec les champs radiofréquences, ils tournent comme ça, on envoie un champ hyper faible qui l'envoie dans l'autre sens, ce qui fait que Lyon retrouve un comportement normal. C'est une compensation. Et c'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas à couper le Wi-Fi ou à perturber l'émission Wi-Fi en elle-même, c'est-à-dire qu'on peut continuer à regarder son film ou à télécharger sans problème. Ça marche qu'avec le Wi-Fi, ça, ou ça marche... Pardon? Ça marche sur toutes les ondes ou ça doit être adapté Ah ben là, en vous fonction allez sur de... le site, vous voyez, il y a plusieurs modèles, suivant les modèles pour téléphone, pour ordinateur, pour antenne relais, il y a tous les modèles. Bon, j'ai pas d'action. Simplement, ce qui m'a intéressé dans leur système, c'est qu'ils ont designé leur appareil avec les connaissances scientifiques que je vous ai données. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement des illuminés,
Ensuite, ils ont un conseil scientifique qui est constitué de médecins, de physiciens. Ils ont publié, donc il faut dire, c'est une société qui est sérieuse. Et en plus, elle est reconnue par le ministère de la Santé. Alors, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est plus politique, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une loi qui est en train d'être examinée par le Parlement sur ces systèmes-là. En particulier, l'Assemblée nationale, donc, a voté, en janvier 2014, une loi. Mais vous savez qu'on est dans un drôle de pays, c'est qu'une fois que l'Assemblée nationale a voté une loi, ça ne suffit pas. Il faut que la loi aille au Sénat. Et elle est passée au Sénat il y a quelques jours. Vous en avez entendu parler? Oui? Non, mais ça, même pas. On est en train de discuter de tout ce que je viens de dire au Sénat, et les sénateurs sont en train de sabrer le projet, à coup d'amendement. C'est-à-dire que tous les trucs qui étaient à peu près bien dans ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale, c'est en train d'être systématiquement haché par le Sénat. Donc, le Sénat a remis, je vous ai mis ici toute l'histoire de cette loi. Vous voyez qu'on est en 2014, le compte-rendu date de 17 juin, c'est-à-dire c'était il n'y a même pas une semaine. Donc, si vous connaissez des élus, c'est le moment de secouer le cocotier. Parce que si on laisse faire le Sénat, je peux vous dire que la loi, ça va être une catastrophe. Donc ça, c'est aussi quelque chose, le gouvernement, s'il fait une loi, c'est qu'il a entendu qu'il y avait des problèmes. Maintenant, il y a des lobbies, il y a des pressions à gauche, il y a des pressions à droite. Et là, il faut que le peuple se fasse. Voilà, j'ai terminé. Donc, vous voyez que eau et électromagnétisme sont très couplés et qu'on a cette sensibilité au champ électromagnétique parce qu'on est des êtres hydriques traversés par des ions. Et que les ions réagissent au champ magnétique. Donc, aujourd'hui, il faut se protéger de tout ça. Il faut boire une eau de bonne qualité, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir une alimentation de bonne qualité, avoir le moins de toxines possible. Ne pas mettre le téléphone portable pendant des heures à l'oreille, parce que ça c'est une catastrophe. Si je ne vous ai pas montré les résultats, mais on a des effets 50 jours, 2 mois après l'exposition. C'est rémanent. Évidemment, cette chose d'offrir un téléphone portable à un enfant, c'est une catastrophe. Utiliser les oreillettes le plus possible. Et puis le soir, éteignez tout. Parce que je vous rappelle qu'il y a maintenant ces bornes Wi-Fi, c'est-à-dire que les réseaux se servent de votre système, de votre box, pour faire surfer sur Internet, pour faire des tas de choses à des gens qui sont extérieurs à chez vous. Donc la meilleure façon, c'est de couper le jus et de rallumer le matin. Voilà, donc après, vous avez plusieurs façons de continuer. Je suis très actif sur Internet, sur YouTube, j'ai un site Internet. Pour ceux qui sont vraiment passionnés par l'eau, abonnez-vous à cette web application Eau Info. C'est une web application, c'est-à-dire que vous la mettez sur votre téléphone portable et vous pouvez avoir toutes les informations de tout ce qui se passe dans le monde entier sur l'eau. C'est fait par un ami à moi qui s'appelle Rodolphe Forgier. Et donc avec ça, vous êtes branché sur la planète eau. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Dès qu'il y a une information intéressante, on la met. Après, il y a les vidéos. Il y a 7 vidéos, ici 7 conférences. On va essayer de la mettre sur Internet pour qu'elle bénéficie au maximum de gens. Il faut faire passer l'information. Parlez-en autour de vous. Faites bouger les choses parce que je vous dis qu'on est vraiment dans quelque chose qui va bouleverser. Si vous prenez les travaux de Luc Montagnier d'un côté, qui vont bouleverser la façon de faire la médecine, et tout ce qui se passe avec les ondes électromagnétiques, ce brouillard électromagnétique qui monte, ça veut dire aussi que tout ce que les remèdes qu'est en train de développer Luc Montagnier ne seront pas efficaces, parce qu'ils sont basés sur un phénomène électromagnétique. Donc il va falloir quand même à un moment donné baisser ce brouillard, faire quelque chose. Voilà, donc maintenant, les choses commencent, les choses sérieuses commencent, puisque j'ai terminé de dire ce que j'ai à dire. Donc si vous avez des questions,
je suis à votre disposition. Ou alors tout a été clair. Je vais revenir sur la mémoire de stockage dans l'eau, 18 grammes d'eau. Oui. On sait combien de temps stocker l'information Alors, l'écriture et l'information, c'est un petit peu difficile. Est-ce que vous connaissez les phénomènes de supraconduction? Bon. Grosso modo, ce qui se passe. Vous prenez un conducteur mécanique et vous le faites passer un courant. Normalement, ça s'appelle l'effet Joule, vous allez avoir un dégagement de chaleur. C'est comme ça qu'on fait les convecteurs électriques. Mais si vous baissez la température, vous pouvez faire passer le métal dans ce qu'on appelle un état de supraconductivité. C'est-à-dire que là, le courant se propage sans chaleur. Et comme il se propage sans chaleur, il ne s'arrête jamais. C'est un mouvement auto-entretenu. C'est un effet quantique, on connaît bien en physique quantique. On le trouve aussi dans ce qu'on appelle la superfluidité. Vous avez peut-être, si vous allez au palais de la découverte, peut-être qu'il y a ça, ou dans certaines exhibitions scientifiques, ce qu'on appelle des fontaines qui ne s'arrêtent jamais. Ce sont des fontaines qui coulent, qui coulent, qui coulent. L'eau monte, puis descend, puis remonte, puis descend. Et puis une fois qu'on a mis le mouvement en route, ça s'arrête, c'est perpétuel. Alors c'est perpétuel parce qu'on joue sur cette cohérence quantique. C'est-à-dire que tant qu'on a la cohérence, le système ne parle qu'à lui-même, il ne parle pas à l'extérieur. Et donc, ce mouvement ne s'arrête jamais. Donc, ces courants dont j'ai parlé dans les domaines de cohérence sont de ce type-là. Ce sont des courants qui sont quantiques et non pas classiques. Et donc, une fois qu'ils sont mis en route, si on ne chauffe pas trop, c'est comme ça qu'on les tue en fait, en chauffant. Et si on reste à un milieu qui est tempéré, thermostaté, une fois qu'ils sont là pour tout le temps. Donc l'information reste tant que la température ne devient pas trop élevée. C'est l'avantage de faire du quantique et non pas du physique classique. Vous avez d'autres questions? Ma question c'est, est-ce que vous avez une explication pourquoi certaines personnes seraient électrosensibles? Alors oui, bien sûr, puisque tout ça c'est une question de barrière hémato-encéphalique. Donc ce sont des jonctions serrées. Et on sait que ces jonctions serrées se desserrent en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même barrière quand on est jeune que quand on est âgé. Ensuite, il y a les défauts génétiques. C'est-à-dire que si ce sont des protéines qui font ces jonctions, si vous avez un défaut génétique, votre protéine ne code pas, vous allez avoir des problèmes. Donc là, après, c'est comme toutes les maladies, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être exposés à un virus et qui ne sont pas malades. On n'est pas égaux. Après, c'est des constitutions internes qui feront qu'on est différents. Pour les autres, c'est pareil. On a des gens qui résistent très bien, d'autres qui sont très sensibles. Alors, ce qu'on sait, c'est que ceux qui sont très sensibles, c'est très souvent, ça vous le verrez avec Luc Montagnier à la télévision, ce sont des gens qui sont en fait en état d'infection. C'est-à-dire que vous avez une infection bactérienne et la bactérie utilise des ondes électromagnétiques pour faire ce qu'elle a à faire. Et donc c'est ça qui va vous rendre évidemment électrosensible. Donc je parle de l'infection qui peut être très variée, mais la plus problématique c'est la maladie de Lyme par exemple. C'est une maladie qui peut vous rendre très très sensible au champ électromagnétique. Donc traquer la bactérie et ça ira mieux. C'est la théorie de Montagnier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies qu'on peut soigner par les antibiotiques. Mais sauf que... Est-ce que tu peux répéter les questions pour qu'on les entende bien quand quelqu'un te pose une question, tu répètes la question ou le début de la question. La question, c'est pourquoi on est si différents de l'un des autres. Voilà. Non, mais là, c'est bon. Pour la prochaine, tu répètes. Comme ça, au moins, ça sera enregistré. Oui, non. Non, ce que je disais, c'est que s'il faut chasser la bactérie et utiliser des antibiotiques, a priori, chacun ne connaît pas les antibiotiques. Mais c'est facile, parce que maintenant, Luc Montagnier, regardez l'émission, il va vous expliquer comment il faut faire. Vous prenez par exemple votre sang, vous le diluez. Si vous avez une infection bactérienne, dans cette dilution,
vous allez récupérer un signal électromagnétique qui est la signature de cette bactérie. Ensuite, avec ce signal électromagnétique, vous l'amplifiez par PCR pour créer un ADN. Ensuite, non mais, je vous explique le principe. Après, une fois que vous avez l'ADN, vous interrogez une base de données, vous dites tiens, c'est elle. Et maintenant, vous connaissez la bactérie, vous envoyez un antibiotique. Vous voyez comment ça marche? Mais pour ça, il faut y croire. C'est-à-dire que le problème, c'est que Montagnier passe pour un charlot. Oui, ça j'ai bien compris aussi. Donc, il est en train de se battre pour mettre au point ces tests qui sont très simples. Les électrosensibles passent pour des charlots. Et qui pourraient soulager énormément de gens, et on lui rionnait. Qu'est-ce que vous lui dites? Oui, mais effectivement, il n'y a aucun médecin qui va... Ben non, puisque c'est assez fantastique qu'il faut prendre le sang, le diluer, enregistrer, je ne sais pas si vous voyez, il faut mettre le truc dans une bobine, faire le fichier MP3, ensuite recréer à partir de ça un ADN et aller identifier l'agent. Et je peux vous dire que les recherches qu'ils sont en train de faire, là, parce que je discute évidemment avec lui, les recherches qu'ils sont en train de faire sont encore pires que ça. C'est-à-dire qu'il a fait ça avec des cendres de sidaïque, et il a trouvé des signaux électromagnétiques qu'il a amplifiés par PCR pour faire un ADN, et l'ADN ne colle pas avec tout ce qui est connu. C'est-à-dire qu'il a découvert ce qu'il appelle un agent X. Une bactérie qui est là, qui fout le bordel, chez les gens qui sont atteints du sida, la population africaine essentiellement, c'est essentiellement chez les Africains, et cette bactérie, elle n'est pas connue. C'est génial. Bon, et par exemple, il a fait ça pour l'autisme, il a pu soigner des autistes, qui, par les signaux électromagnétiques, il est arrivé à identifier la bactérie qui était responsable de l'autisme. Et donc, avec un traitement antibiotique ciblé sur cette bactérie, on voit l'enfant autiste qui devient normal. Parce qu'on sait que c'est un agent bactérien. Et que les antibiotiques sont encore efficaces, plus pour très longtemps, ils sont encore efficaces pour certaines bactéries. Donc, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se mette à fond dans ce type de biologie, qu'on appelle la biologie numérique. Et bon, je peux pas, moi je fais mon possible pour informer, mais après, il y a une communauté scientifique, médicale, qui est assez ouverte. Mais par exemple, la cité de Strasbourg, ouvert à ce type. Bon, vraiment. Pharmacien, mais non, c'est ce que j'explique dans le documentaire, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut être à la fois biologiste, chimiste et physicien. Un biologiste n'a aucune connaissance en physique. Donc, comment voulez-vous qu'il faut lui apprendre tout ça? Si vous ne connaissez pas. Alors, les gens disent non, c'est pas possible parce que ils se basent sur des raisonnements biochimiques, matériels, qui datent du 19e siècle. Et dans ce cadre-là, c'est incompréhensible. Parce que les nouvelles lois, c'est la physique quantique, c'est l'électromagnétisme, il faut être physicien. Et je vous rappelle que quand vous faites votre PCEM, premier cycle d'études médicales, vous faites de la physique et de la chimie, et c'est des QCM, et puis après, en deuxième année, c'est fini. Il n'y en a plus. Donc, bien sûr que non. Ces gens-là, bon, au mieux, ils sont neutres. Il y en a qui disent, comme je ne comprends rien, pourquoi pas. Au pire, ils disent, c'est de l'arnaque. Les homéopathes. Ah, je ne vois pas des homéopathes. Eux, ils font, ça fait des années qu'on les abrade. Bon, on va peut-être changer. Mais justement, vous pouvez revenir à expliquer le fonctionnement de l'homéopathie. Alors, je ne peux pas l'expliquer parce qu'il faudrait faire des études. Voilà. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est des choses qui sont publiées, sûres. C'est-à-dire qu'on a intérêt à solide. Pour l'homéopathie, maintenant, ça donne une piste de recherche. Mais entre avoir une piste et avoir une démonstration il y a encore beaucoup de travail. Et il faut des crédits, il faut faire des mesures. Alors, par contre, la piste que je peux vous donner, c'est que il y a le processus de dilution. Et ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous faites, en fait, quand vous partez d'une solution concentrée, que vous la diluez? En
En fait, vous enlevez la matière, on appelle la teinture mère, pour remplacer par de l'eau. Mais maintenant que vous savez que l'eau, c'est ces domaines de cohérence, plus vous diluez, plus vous avez de domaines. Et donc, mieux vous êtes focalisé en information sur le type de fréquence que vous allez sélectionner. C'est-à-dire que l'intuition va vous sélectionner une fréquence. Et plus vous diluez, meilleure est la sélection. Parce que vous avez plus de domaines pour pouvoir stocker. C'est-à-dire que vous montez une fréquence en concentration. Diluer en matière veut dire concentrer en fréquence. Et c'est pour ça que le remède homéopathique est d'autant plus, peut-être, efficace qu'il est plus dilué. Parce qu'il faut bien voir qu'on soigne avec de la fréquence. En fait, ce qui se passerait, c'est qu'une fois que vous avalez votre granule homéopathique, comme tout ça c'est de l'eau, en fait, figé sur du sucre, si c'est une granule, mais si c'est une homéopathie liquide, ça reste du liquide, vous avez ces ondes qui sont émises, et ces ondes, si elles sont bien définies en fréquence, elles peuvent dire à l'organisme de retrouver un état qui était perturbé. Parce que vous envoyez un signal cohérent. Et que ce signal cohérent, même s'il est très faible, comme le bruit de fond est incohérent, avec le temps il sortira. On a même montré, ça c'est des études de physique intéressantes, ce qu'on appelle la résonance stochastique, c'est-à-dire que quand vous avez un signal cohérent et du bruit, si vous voulez faire sortir le signal, vous augmentez le bruit. Incroyable. C'est-à-dire que vous mettez encore plus de bruit, et là vous voyez le signal cohérent qui sort. Parce que quand vous augmentez le bruit, vous augmentez l'énergie. Donc vous donnez la chance à la cohérence de s'exprimer alors que c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir ce mécanisme. Il faut bien comprendre que plus on est concentré en matière, plus on est étalé en fréquence. Plus on est dilué en matière, plus en fréquence on est resserré. C'est comme ça. Donc c'est ce qui est séduisant, c'est qu'on soigne en fait, ça ne veut pas dire que l'homéopathie a réponse à tout. Mais il y aurait des pathologies où on soignerait par la matière, mais d'autres, ce serait beaucoup plus intéressant de soigner par la fréquence. L'idéal étant évidemment de jouer sur les deux tableaux. Mais pour ça, il faut que le médecin devienne à la fois allopathe et homéopathe. Et pour que les allopathes deviennent homéopathes, il faut qu'ils comprennent tout ce que j'ai dit là. Parce que s'ils arrivent à comprendre ça, ils comprendront que ce n'est pas simplement, comme on dit, du placebo. Qu'ils ne soient pas manipulés par les laboratoires pharmaceutiques. Alors ça, c'est un autre débat. C'est ce que j'explique dans le documentaire. Je dis qu'avec ce type de médecine, si on arrive à soigner avec des ondes, il n'y a plus trop de sécu. Ben oui, parce que si vous soignez avec une fréquence, c'est quoi? Aujourd'hui, quand je vous donne un fichier MP3, c'est quoi le coût de duplication d'un fichier MP3? C'est rien du tout. Alors que quand je vous donne une molécule, imaginez le coût de fabrication d'une autre. C'est de la chimie. Et c'est pour ça que les médicaments sont aussi chers, parce que les molécules sont de plus en plus compliquées, et ça coûte de plus en plus cher à produire, et chaque fois que vous devez produire, vous devez dépenser. Avec la nouvelle biologie, vous pouvez dépenser de l'argent pour comprendre quelle est la fréquence qui soigne, et une fois que vous la connaissez, c'est copie, vous pouvez copier ça à des milliards d'exemplaires avec quelques centimes d'euros. Et ensuite, on envoie ça par téléphone. Allô, oui, je sais, bon, écoutez. Ça y est, je suis là. Vos enfants soigneront comme ça. Si on développe ce type de méthode là-bas, puis après. C'est un peu notre domaine. J'aimerais savoir l'influence des veines d'eau souterraines sur le corps humain. Ce phénomène magnétique. Bah, pour moi, oui, ça passe. Tu dis l'influence des veines d'eau souterraines sur le corps et tu l'influence des continues. veines d'eau souterraines sur le corps humain. Qu'est-ce qui fait dégager le champ magnétique? Tant qu'on n'avait pas cette vision en domaine de cohérence, évidemment, l'eau ne pouvait rien faire. L'eau qui coule, c'est l'eau qui coule. Maintenant, si vous avez ces courants et que l'eau coule, ça veut dire que vous émettez des ondes. Et ces ondes, évidemment, comme vous êtes fait d'eau, vous les captez. Et donc, vous réagissez à ça. Ils sont néfastes pour le corps humain? Pardon? Ils sont néfastes pour le corps humain?
Non, ça peut être néfaste ou bénéfique. Après, Dans les deux sens. je ne vois pas pourquoi ce serait néfaste. Après, ça va dépendre, dire, si vous avez un effet pathologique, c'est parce qu'en général, vous avez une fréquence que votre corps utilise pour vous maintenir en bonne santé, que la fréquence que vous amenez extérieure annule cet effet. Là, vous déclenchez une pathologie. Mais ça a vraiment un problème de savoir à quelle fréquence vous êtes. Mais ça peut être bénéfique ou pas. A priori, il faut voir ça au cas par cas. Oui, l'eau du réseau qui transite par les châteaux d'eau. Ça, c'est génial. Sur lesquels on trouve donc les antennes en relais. Vous avez fait des travaux là-dessus? Non. Mais bon, on ne devrait pas. Mais... Le seul truc des châteaux d'eau, c'est qu'ils sont en retard. Et là, ils sont remplis d'eau, mais c'est plus normal. Alors après, il faut savoir aussi que quand vous faites un brouillard d'ondes, c'est moins grave que quand vous envoyez des ondes bien sélectionnées. Donc à la limite, un brouillard d'ondes avec toutes les fréquences n'est pas gênant. Ce qui serait gênant, c'est que dans cette eau, il y ait une fréquence particulière. Par exemple, 50 Hz, qui peut être très dommageable pour les barrières électromagnétiques. Parce que ça peut toucher les canalisations d'eau, parce qu'on sait qu'une antenne relais, effectivement, vous l'avez expliqué, mais il y a aussi des ondes qui touchent le sol. Et bon, vous me direz, les canalisations sont enterrées, mais ça peut directement toucher la distribution à des fréquences données. Mais c'est le problème, ça remet en cause le réseau de distribution, la téléphonie mobile, les médicaments, la nutrition. Je vous dis, il va falloir. Il ne faut pas aborder tous les problèmes en même temps. La communauté des chercheurs qui cherchent dans le domaine. Très réduite. Elle existe. Mais l'avantage. Mais peu nombreux, mais dans toutes les grandes révolutions scientifiques, c'est toujours comme ça. C'est toujours un petit groupe qui tient bon et qui finit par s'imposer. Et puis si le petit groupe, c'est un petit groupe de malfaiteurs qui est en train de pipoter, ça va n'aura aucun effet. Moi je pense pas, parce que bon, c'est de la bonne physique, on commence à bien comprendre comment fonctionne la cellule. C'est comme toute révolution scientifique, ça prend du temps. Le professeur Montagnier, excusez-moi, juste une petite précision s'il vous plaît, c'est bien le professeur Montagnier, le prix Nobel. Oui, c'est le prix Nobel de médecine pour la découverte du virus en Chine. D'accord. Donc, je voulais juste avoir la précision. Et la raison pour laquelle il s'est mis là-dedans, c'est parce qu'il voulait comprendre pourquoi la population africaine était très sensible à ce virus. Parce que c'est un virus qui fait des dégâts énormes en Afrique. Et la population africaine voulait savoir si c'était génétique, mais en fait, non, ce serait bactérien. C'est-à-dire qu'ils ont une prédisposition à s'infecter avec un certain type de nanobactéries. Et c'est pour ça qu'ils sont très vulnérables sur ce virus. Alors que nous, en Europe, on est beaucoup moins vulnérables. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la maladie, mais de façon beaucoup moins. On n'a pas ces grosses épidémies qu'il y a. Et donc, il voulait comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il connaissait les travaux de Benveniste, et quand Benveniste est mort, il a décidé de reprendre tout ça. Bon, Benveniste, on l'a déjà traité pour un rigolo. Hein. Oui, mais on n'aurait pas dû. Puisque finalement, c'est peut-être lui qui va faire que dans 2 siècles, on se connaîtra avec sa biologie numérique. On a eu le problème avec Galilée. Hein. Galilée, à un moment donné, il a dit, ben, vous savez, elle tourne. Hein. Tout le monde l'a traité de rigolo, et puis 200 ans après, il dit, ah bah oui. Il y avait des questions par ici. Est-ce que vous travaillez avec des beaux-arts allemands, peut-être, sur les recherches avec d'autres chercheurs? Non, pas sur les... Là, je travaille avec les Italiens. Toute la théorie du domaine de cohérence a été faite en 88 en Italie. Avec 3 personnes, sur les 3, il y en a 2 qui sont morts. De vieillesse. Il reste encore une personne que vous verrez dans le documentaire.
martèle ça depuis 88, donc ça fait quand même 30 ans. On en est toujours à expliquer. Pour en revenir aux fréquences néfastes, c'est parler du 50 Hz. Est-ce que je dois passer le 12 volts continu chez moi? Pour vous dire. Là, on voit le 50 Hz, fréquence de modulation sur une porteuse de 900 Hz. Après, qu'est-ce que fait le 50 Hz des prix? Ça, on va faire des études. Mais faire des études, c'est avoir des crédits. Et quand vous posez des projets sur ça, les crédits, c'est net. Pour une bonne raison, c'est que le système de recherche est en train de changer. Avant, quand moi j'ai démarré en recherche, le fait d'être nommé professeur, j'étais autonome. Je recevais de l'argent du ministère pour faire ce que je veux. C'est normal, puisque j'ai satisfait à toutes les règles, à tous les examens. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent qui vient des pouvoirs publics. L'argent va dans une agence et on va faire des projets qui sont examinés par des comités d'experts qui décident si on finance ou pas. Et donc c'est là où ça coince. C'est que le comité d'experts, en général, dit non. Et s'il dit non, vous n'avez pas l'argent. Et comme l'État n'en donne plus, ben, on attend. On attend, un industriel. Il y a un gros industriel dans la salle. Oui. Je vais effectivement rebondir sur le 50 Hz, parce qu'effectivement, notre distribution électrique, c'est du 50 Hz. Allongé dans le lit, on peut avoir la distribution électrique sous tension à 10 cm de la tête. Et effectivement, à partir de là, on a un champ induit qui se répercute sur l'organisme, qui est mesurable, et peut-être aussi pourrait être néfaste. Oui, bien sûr. Alors le 50 Hz, quand même, il suffit peut-être de s'éloigner un peu, parce que c'est pas non plus des champs qui décroissent très vite avec la distance. Ils ne sont pas très intenses. Donc là, moi, je vous parlais, ça n'a rien à voir avec un champ de téléphone portable, qui a une bonne intensité, pas une intensité. Donc après, sincèrement, si vous comprenez que c'est difficile de faire des recherches sur le 50 Hz GSM, c'est-à-dire téléphone mobile, imaginez ce que ce serait de dire à EDF, je vais faire des recherches sur le 50 Hz prise de courant. Et imaginons qu'on trouve que c'est pathologique. Ce serait une catastrophe. Moi, si j'étais le PDG d'EDF, je verrouillerais. Bon, comme je vous ai dit, il y a 15 jours, j'étais à Cape Town, en Afrique du Sud, pour ce grand congrès de bioélectromagnétisme. Et c'est un congrès, en fait, qui est en train de perdre de vitesse. Pourquoi? Parce que, je vous ai donné les dates, on sait ça depuis à peu près l'année 80, il y a des problèmes. Et ils en sont toujours, il y a toujours la moitié des gens qui disent qu'il n'y a pas d'effet, et il y a toujours la moitié des gens qui disent qu'il y a un effet. Alors on soupçonne que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'effet, ben, c'est parce qu'ils sont largement arrosés par derrière pour prouver qu'il n'y a pas d'effet, et ils mettent des publications où ils disent qu'il n'y a rien. Et on est là, c'est des chiens de faïence. Il y en a qui disent c'est mauvais, il y en a qui disent c'est bon. Et pendant ce temps-là, ben, on continue à monter les puissances. Oui, le problème, c'est que les arrosés sont dans toutes les commissions. On les trouve dans toutes les commissions. C'est ça le problème. Non, je voudrais savoir par rapport au financement de projets. On ne pourrait pas imaginer des particuliers. Non. Non, c'est pas Vous n'imaginez pas ce que c'est que les mesures de bio. C'est des budgets, c'est des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Alors en particulier, ça voudrait dire beaucoup. Le problème, c'est que les particuliers sont très sollicités. Il y a la Ligue contre le cancer, il y a la Ligue... Non, mais vous ne pouvez pas donner... Non, là, moi, je pense quand même que les pouvoirs publics, c'est leur rôle. C'est eux à mettre en œuvre les masses financières pour faire ces études.
regrette, c'est pas aux particuliers de faire ça. Elle connaît bien ce que ça donne avec les sénateurs. Avec les sénateurs. Là, sur oui, la voie de... c'est regrettable. Mais il y a quand même un problème politique. Parce que les seuls qui peuvent mobiliser les crédits, parce que je vous dis, encore faire des mesures de champ magnétique, de champ électrique, ça va. Mais dès qu'il faut commencer à faire avec des rats, il faut les nourrir, il faut les sacrifier, il faut les disséquer, c'est des budgets à finir. Donc ça coûte très 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 cher. Et je ne vous parle pas des mesures de toxicité, c'est-à-dire que s'il faut couper ça avec des mesures d'étanchéité, de barrière hémato-encéphalique, savoir si on a des butalate qui mangent, c'est des budgets clos. Donc là, les particuliers, non. L'Europe, c'est très gentil, mais... Marc, l'Europe pourrait payer ça parce qu'il y a des budgets européens. La seule chose que pourraient faire les particuliers, c'est une super pétition de plus d'1 million de personnes dans 12 pays différents et représentatifs, etc. pour réclamer ça. Et puis à la 10e pétition, peut-être que ça bougera. Vous avez un maire, vous allez voir le maire, vous dites, ça c'est pas vous, un groupe de... Et le maire ensuite va voir d'autres maires, et eux peuvent ensuite voir des sénateurs, des députés, avec un groupe aussi. C'est des actions comme ça qui peuvent permettre. Donc il faut que l'État dégage des crédits pour faire des recherches. Enfin, je veux dire, Belcom, par exemple. On est tout seul. Mais il a déjà été écouté, enfin, il a été reçu à l'Académie nationale. Ah mais moi, j'ai été reçu à l'Académie nationale de médecine. On vous reçoit. Après, qu'est-ce qu'on fait avec les informations qu'on donne? Ça, c'est autre chose. On reçoit les lobbies pastèques. Ben oui, après, il y a d'autres. Tout le monde s'exprime, mais c'est un jeu, c'est un rapport de force. Donc, pour le moment, le rapport de force, il est plutôt du côté des fabricants de médicaments, des fabricants de la voie et de l'industrie alimentaire, ce qu'on appelle les additifs, tous ces produits qu'on vend au supermarché, et bien sûr, du côté de la téléphonie mobile. Ces gens-là font le lobbying qu'il faut pour qu'ils continuent leur business. D'autres questions? Vous êtes fatigué? Vous arrêtez, hein?